galère auto-induite. J'ai plus ma carte bancaire et il a fallu que je la décoince en tirant dessus. Et donc du coup il y a tout l'air qui se barre. Je pense que c'est une provision. Ah, il a fait bien chaud là. Donnez-moi un orage, un passage en mode vacancier là. Admirez-moi ça. C'est le viaduc de Garabi. Incroyable. Monument historique. C'est vraiment génial d'être là. Franchement, je trouve ça incroyable. Encore un petit col et on sera bon. Hey, salut, bon matin à vous. On commence la vidéo au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Je pense que je la cadre très mal parce qu'elle est très impressionnante en termes de taille. Et la place, elle est toute petite. Il est à peu près 7h50. On va pas tarder à y aller parce que la journée qui nous attend est difficile encore une fois. Pourquoi elle est difficile? Elle est moins longue en termes de distance, c'est seulement 155 km. Cela dit, en termes de dénivelé, on va avoir affaire à quelque chose qui n'a jamais été vécu jusqu'à présent dans cette aventure, puisque on va gravir presque peut-être 2500 mètres de dénivelé aujourd'hui. Donc beaucoup de dénive et surtout on va atteindre une altitude de 1000 mètres par 2 reprises, alors que jusqu'à présent c'était que 300-400 mètres avec des bosses successifs. Donc aujourd'hui grosse aventure, grosse journée et on va partir dès maintenant. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de la traversée de la France à vélo. 200 km par jour pendant 5 jours pour traverser la France et relier Paris à la frontière espagnole à Portbou. On est donc dans le 3e jour de ce fabuleux voyage et je peux vous dire que vous n'avez pas attendu pour rien parce qu'aujourd'hui ce sont les plus beaux paysages, parmi les plus beaux paysages qui vont se présenter à nous aujourd'hui. Donc ce matin, une fois de plus, on est parti tôt, avant 8h comme je vous le disais, et on a pris la direction du sud. L'objectif aujourd'hui c'est de pénétrer pour la première fois dans le Massif central avec pour objectif de rejoindre Saint-Chély-d'Apcher à 160 km plus au sud de notre point de départ à Clermont-Ferrand. La particularité du jour, vous allez voir, c'est que on va radicalement changer de paysage. On va passer d'un paysage de plaine à un paysage de semi-montagne typique du Massif central. Regardez là, on est à peine à la sortie de Clermont-Ferrand sur les images que je vous présente et on a déjà les tout premiers reliefs de ce Massif central qui se présentent à nous. C'est juste magnifique à revoir. Aujourd'hui donc, particularité par rapport aux 2 précédents épisodes, on va gagner en altitude. On va affronter nos tout premiers dénivelés positifs avec des journées à plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc ça va nous offrir de belles aventures en perspective aujourd'hui. J'ai 15 km à filer sur mon compteur, mais j'étais allé faire un petit tour à la cathédrale pour le petit côté touristique de ce voyage. Première étape là, ce matin, ça va être d'aller à Vic-le-Comte. Vic-le-Comte. Donc c'est à 10 km de là où je me trouve. Je vais essayer d'aller déjeuner là-bas. C'est-à-dire que j'ai pris un café en partant. Mais là il s'agit de se mettre quelque chose dans le ventre avant de commencer les pourcentages difficiles de tout à l'heure. On se trouve une boulangerie, un truc comme ça. Et on profite. Vic-le-Comte, mais dans une autre commune. Le fait est qu'il y avait rien. Il y avait rien à part des vieux pains là. Bon, je cache pas mon seum parce que bon, il est 9h quoi. Il est même pas 9h, il est 8h et quelques. Plus rien. La boulangère m'a expliqué que la veille, ils en avaient fait. Ça n'a pas été vendu. Et du coup, ils ont décidé de ne plus en faire. Étrange. Bon, on va changer de commune. Je sais qu'il va y en avoir pour bien 10 bornes, hein. On n'est pas à Paris quoi. Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut manger. Bon, on oublie cette galère là parce que les paysages ils se transforment à vue d'œil là. Franchement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Parce que on va avoir très rapidement d'autres galères qui vont se présenter. Et celle-là, je vous en parle sur le vélo. Galère auto-induite. Je vous explique. J'étais en train de tâter mes poches comme ça. Désolé là, je regarde mon compteur. Ouais, j'étais en train de tâter mes poches comme ça. Et je me rends compte d'un truc. C'est que j'ai plus ma carte bancaire. Oh merde! Oh c'est con ça! Elle est pas là où d'habitude je la mets. Et alors là d'un coup je m'arrête très inquiet, limite en panique. Je me dis j'espère que je l'ai pas oublié à Clermont-Ferrand parce que bon, refaire 22 km ça faisait pas partie du programme. Je retourne toutes les poches. Donc là, je vais dans les sacoches. Avant, sacoche arrière. Et là, au fond de la sacoche arrière, je retrouve la carte. On a encore eu de la chance. Mais si vous voulez, entre-temps, en m'arrêtant, j'avais tellement paniqué que j'ai failli coincer. En fait, je l'ai coincé la chaîne. Oh merde! Je tourne. Hop, le virage a été négocié. J'avais coincé ma chaîne, comme je vous disais. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et il a fallu que je la décoince en tirant dessus. Donc je tire de toutes mes forces. Finalement, elle finit par se déloger de l'espace entre le plateau et le cadre. On a encore eu de la chance. Et ensuite, bon, bah, je me dis que l'épisode est terminé. Bon, je tâte un peu la pression des pneus pour voir si tout va bien.
et je me rends compte que le pneu arrière il est un peu faible. Je me dis oh non, pas encore une galère comme ça. J'espère que c'est pas une crevaison. Je remets de l'air pour essayer de retourner un petit peu à 4 bars et demi, et en retirant la pompe, j'ai le petit opercule là qui permet d'ouvrir et de fermer la valve qui sort. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et donc du coup il y a tout l'air qui se barre. Je me dis mais non, c'est pas possible. J'étais en train de bien rouler et là je me crée 3 galères successives. C'est pas possible. J'essaye de remettre cet opercule et au final je m'en sors. Mais bon, quelle galère. Et pour l'instant je sais toujours pas si j'ai crevaison lente ou pas. Donc il faudra que je vérifie ça tout à l'heure dans la journée, voire même tout à l'heure dans la matinée. En attendant voilà, il y a un cimetière. Je vais prendre un petit peu d'eau. Il y a une personne, faut que je sois respectueux. Allez. Je pense que là, avec ces images, vous voyez à quoi tient une journée réussie d'une journée complètement catastrophe. J'ai eu l'habitude pendant ce voyage d'être très rigoureux dans le rangement de mes affaires, et si ce matin-là j'avais fait preuve d'autant de rigueur, je me serais épargné au minimum 2 grosses galères ce matin. Mais ce qu'il faut retenir sur toute cette anecdote, je pense, c'est que lorsque vous êtes dans un voyage comme ça à vélo, en itinérance, qu'il vous arrive des galères, surtout la mère des vertus, c'est le self-control. Si vous perdez ce self-control, comme je l'ai un petit peu perdu sur cette séquence, et ben les galères elles vont s'accumuler, et elles savent merveilleusement bien s'accumuler les galères pour transformer une situation qui jusqu'alors était maîtrisable en une situation presque hors de contrôle en fait. Allez, première grosse ascension de l'aventure. On a 262 mètres de dénivelé à gravir en environ 5 km. C'est une sorte de mini-col. Là où je suis heureux, c'est que, vous voyez peut-être sur mes lunettes mais il a plu. Je suis au frais et la couverture nuageuse est parfaite. La température est parfaite aussi. Donc là je suis très à l'aise. Je profite aussi du fait que la côte elle est pas très élevée, c'est du 5-6%. Pour bien mouliner, là je suis sur la plus petite dent, plus petit plateau, plus grand pignon, et j'avance comme ça. Alors ce qui est marrant avec ce que je viens de vous dire, c'est que juste après avoir éteint la caméra, j'ai dû passer en milieu de cassette direct parce que je me faisais attaquer par un essaim de guêpe ou je ne sais quoi, donc j'ai détalé fissa. On est au col de la Croix des Gardes. Ça je le savais pas. Je vais m'arrêter parce que j'ai une vision de crevaison. Là, je sais pas trop. Là clairement là on est. Ah ouais là c'est vraiment pas très bien gonflé. Je sais pas, je suis dans cette situation d'entre-deux où je sais pas si c'est moi qui ai pas mis assez d'air tout à l'heure ou si c'est vraiment une crevaison lente, mais je pense que c'est une crevaison lente parce que j'avais pas mis si peu. Bon, je vais gonfler à fond en essayant de pas perdre ça là. Ça c'est le petit obturateur là que j'ai retiré tout à l'heure, et voilà, on va essayer de voir et dans le courant de la journée, si ça continue à perdre en pression, je serai obligé de changer la chambre. Et ce qui est vraiment relou avec les crevaisons lentes, c'est que c'est pas comme une crevaison spontanée. On peut pas chercher la crevaison comme ça quoi, c'est compliqué. Bon, voilà, j'ai remis une bonne grosse pression exprès pour que si jamais je constate encore une baisse, comme ça là je suis sûr que c'est une crevaison lente, et je vais d'ores et déjà chercher un magasin pour trouver une chambre à air. Alors il y a un truc que je vous ai pas dit là sur toutes ces vidéos là jusqu'à présent, c'est qu'est-ce que j'ai pris et quelle est mon organisation avec mes sacs. Ah, j'ai trouvé le rush. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous faire une présentation face cam de matériel, et finalement je l'avais fait pendant le voyage, je me rappelais bien que je l'avais faite. Du coup on laisse le Mickaël du passé vous présenter ce que j'ai pris dans les sacs. J'ai décidé d'avoir une organisation hyper rigoureuse sur ce qui est des affaires, et je pense que bon, ça c'est normal, quand on part en bikepacking, on peut pas laisser les choses au hasard. Alors sur la poche avant, ici là, il y a tout ce qui a trait au linge. Le cuissard de rechange, puisque j'en ai un de rechange. Là je mets le maillot Ventoux aujourd'hui parce qu'il va faire chaud et ensoleillé. Sinon j'en ai un autre de couleur sombre que vous avez pu voir lors de la première vidéo. J'ai un jogging quand j'arrive à l'hôtel ou à Airbnb pour me mettre à l'aise et pour pas être tout le temps en cuissard. Ici là à l'arrière, c'est tout ce qui va être technique. Mes affaires pour réparer les crevaisons, il va y avoir à manger éventuellement, mes sandales, puisque j'ai pris des sandales aussi pour tous les cas où je finis de faire du vélo et j'ai besoin de marcher pour aller quelque part. Tout ça, il y a aussi de la poudre, alors que j'ai pas encore utilisé parce que j'en ai pas encore trouvé l'intérêt. J'ai aussi tout ce qui va être chargeur pour le téléphone et pour le Garmin et pour mes écouteurs, pour tout ce qui va être gel. Donc voilà, j'ai 3 gels, je suis parti avec 4 gels et je les utilise uniquement en cas de besoin, voilà, en cas de secours si vous voulez. Sinon j'ai toujours à manger, je prends à manger solide, donc je préfère m'arrêter, manger, prendre une collation solide plutôt que de prendre un gel. Ouais, du coup tout ce qui est nourriture spécifique au vélo, j'ai décidé de laisser ça de côté et de ne pas m'en servir.
Bon, c'est un choix. Je dis ça parce que si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je ferais un mix des deux quand même, entre nourriture spécifique au vélo et nourriture conventionnelle. Pour compléter cette liste, j'avais aussi pris tout le nécessaire de toilette, à savoir savon, serviettes, mouchoirs en cas de besoin. Et j'avais également pris du nécessaire de vision, donc je parle de lunettes de vélo, que j'associe avec des lentilles puisque je suis myope. Le souci dans cette histoire, c'est que je m'en suis absolument pas servi. Je me suis servi uniquement de mes lunettes de vision ou de lunettes de soleil, vous allez voir ça cet après-midi, parce que en fait au final c'était beaucoup plus pratique que de mettre des lentilles tous les matins, lentilles qui sont, vous le savez peut-être si vous êtes myope, un peu irritantes, donc c'est un petit peu gênant, c'est pas ouf pour profiter du truc, surtout quand ça dure une journée. Voilà, j'ai uniquement pris des lunettes de vue pour ce voyage et j'ai laissé les lunettes de vélo au fond dans les sacoches. J'ai également pris ceci c'est un couteau suisse. Alors je m'en suis absolument pas servi, donc je vous en ai pas du tout parlé pendant cette présentation ce matin, mais c'est quand même nécessaire de le souligner parce que avec un couteau suisse vous avez quand même un tournevis, vous avez bien sûr un couteau et vous avez d'autres outils qui peuvent être assez utiles, donc surtout ne vous en privez pas. Maintenant, par rapport aux outils que je n'ai pas pris, soit par oubli, soit par inconscience, j'en retiens 3 et je vais vous en parler maintenant. Le premier objet dont je souhaitais vous parler, c'est celui-ci. Si ça vous parle pas, c'est une clé de réglage de jeu Shimano Holotech et ça peut notamment servir lorsque votre chaîne est venue se coincer entre votre cadre et votre pédalier, puisque ça vous permet tout simplement de retirer la manivelle droite. Le deuxième outil à prendre absolument, je pense, c'est ceci. Ceci, c'est le maillon d'attache rapide, vous pouvez le voir. Évidemment, c'est excessivement rare qu'une chaîne vienne à se rompre pendant un voyage, mais si ça arrive, c'est dodo immédiat, vous pouvez plus rien faire, surtout ça arrive dans la pampa. Donc un maillon d'attache rapide, même s'il y en a 2 sur votre chaîne, ça peut vous aider à reconstituer l'intégrité de votre chaîne en cas de cassure, ça arrive. Et enfin, le troisième outil que j'ai oublié, et ça c'est honte à moi, c'est ça. Ça, c'est une batterie externe, bien sûr, vous l'avez reconnu. Une batterie externe 10 000 mAh qui peut permettre par exemple de charger votre téléphone, votre GoPro, votre compteur en cas de problème. C'était un objet que j'avais prévu de prendre, mais malheureusement quand j'ai fait mes bagages, malchance à moi, il est tombé de mon sac et je me suis rendu compte que je l'avais oublié qu'au moment où j'ai crevé le premier jour. Je peux vous dire que j'avais un petit peu le démon, mais j'ai pu m'en sortir avec une organisation assez rigoureuse de la recharge à chaque fois que j'arrivais dans un Airbnb. Si j'avais voyagé sans Airbnb, je pense que là, ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer. Ici, on a un petit Giant là. On va aller se chercher une chambre à air. We've got it. 2 chambres à air, j'en ai pris 2. Je vais retirer les emballages. Allez, dans la poche arrière. Hormis les soucis que je vous ai évoqués au 20e kilomètre, cette matinée, elle se passe idéalement bien. J'ai certes ce petit doute sur la crevaison lente, mais je ressors du magasin avec 3 chambres à air, donc normalement, on est tranquille jusqu'en Espagne. L'objectif de ce matin, c'est de rejoindre Massiac au kilomètre 89 de la journée, avant midi, pour y prendre un repas dans un restaurant que j'aurais choisi sur place, et faire ça rapidement, parce que l'après-midi s'annonce extrêmement chaude. Ah, c'est beau, hein. Là, on est à 20 km de Massiac, et en Suisse cours d'eau, là, depuis quelques temps. C'est vraiment le rêve. Parce que là, c'est tout plat. J'ai pas l'impression que ça va changer. On est à 441 mètres d'altitude, donc on bénéficie peut-être d'un tout petit peu de répit par rapport au niveau de la mer en termes de chaleur. On est bien. Donc, comme prévu, je pense qu'on va faire un arrêt pour manger à Massiac. Allez, peut-être au kilomètre 90. Et ensuite, après ça, Saint-Flour. Et après Saint-Flour, Saint-Chély-d'Apcher. En attendant, on profite de paysages toujours aussi magnifiques entre Issoire et Massiac, mais ne vous y trompez pas, on est sur un profil en faux plat montant depuis Issoire. On va très lentement commencer à monter en pénétrant dans le massif central. Là, ce matin, c'est assez doux. Sur les 40 prochains kilomètres, on aura à monter seulement 200 mètres. On se retrouve dans le traditionnel cimetière, parce que c'est là qu'on va boire avant d'aller manger. Ah, il a fait bien chaud là. Vous voyez là, ici, il y a une petite couverture nuageuse qui est en train de se former. Tout à l'heure, c'était complètement clair, donc j'espère que cet après-midi, il y aura quelques petits passages nuageux. Moi, en attendant, je vais m'arroser. Puis, respect aux morts. Alors, pendant que je mange à Massiac, laissez-moi vous parler d'un autre objet extrêmement important que j'ai apporté. Peut-être l'un des objets les plus importants de toute cette aventure. Je parle donc de ceci. Ceci, c'est un cadenas U, vous l'aurez reconnu, c'est très simple. C'est un cadenas U, mais il a une particularité, ce cadenas, c'est qu'il est
excessivement léger. Il pèse 300 grammes et c'est un cadenas qui me permet tout simplement de loquer mon vélo lorsque je vais au magasin. Je sais que c'est quelque chose que vous m'avez demandé dans les commentaires, donc je vous réponds à ce sujet. Effectivement, j'ai pris ce cadenas pour pouvoir me dispenser d'avoir un œil tout le temps sur le vélo lorsque je suis dans des endroits où je peux pas avoir un œil sur lui. Alors je vois les sceptiques du fond me dire qu'effectivement ça c'est pas un vrai U, dans le sens où il est pas très solide. Oui, peut-être. Mais il donne l'impression de loin d'être un cadenas qui verrouille le vélo. Donc franchement, pour un stationnement de l'ordre de 5 ou 10 minutes, c'est vraiment l'outil que je trouve idéal. Il est quasiment imperceptible dans le poids que ça ajoute au matériel. L'Antivol Mini U pour vélo de la marque japonaise Palmi affiche un poids mini de seulement 300 grammes avec une protection basique. Il sera idéal comme antivol d'appoint ou de protection dans les zones peu risquées. Je pense que là, quand on lit ce genre de description, tout est dit. C'est vraiment l'antivol de la situation pour moi dans ce voyage. Ça y est, la pause à Massiac est terminée. Ça m'aura pris 1 heure. Désormais, place à l'ascension jusqu'à Saint-Chély-d'Apcher. 1100 mètres d'altitude et peut-être autant de dénivelé positif. Peut-être même un peu plus. Le tout sur des routes très exposées comme celle-là. Donc c'est pas rassurant parce que il fait extrêmement chaud. À Massiac, cet après-midi, il fait 35. À Saint-Chély, il fait 32. En 700 mètres de dénivelé positif, on va perdre 3 degrés. Et surtout, regardez-moi ce ciel, il est désespérément bleu. Alors c'est beau, hein, mais là non, là je veux des nuages là. Donnez-moi un orage, là c'est vraiment terrible. Au soleil, il doit faire au moins 40. Heureusement, il y a un tout petit peu de vent, vous l'entendez peut-être. Donc ça rafraîchit un peu l'atmosphère. J'ai d'ores et déjà checké les cimetières sur la route. Donc je vais m'arrêter à un cimetière obligatoire, voire même 2 cimetières avant d'arriver à Saint-Chély. Heureusement que j'ai tracé cette étape courte, je savais pas du tout que ça allait être comme ça, mais heureusement, 150 km c'était juste ce qu'il fallait, pas plus. Passage en mode vacancier là. Bon allez, on est presque arrivé au sommet de cette première difficulté de l'après-midi je crois. On a passé les 1000 mètres d'altitude et franchement ça se voit la différence de température. Excellente nouvelle, là on termine cette première difficulté et ensuite dans un second temps on va redescendre sur Saint-Flour je crois et ensuite on va remonter sur Saint-Chély-d'Apcher. Donc c'est pas la dernière difficulté, par contre c'était la difficulté avec le plus de dénivelé positif. Donc il en reste pas mal des côtes, je crois qu'on a même pas fait la moitié, mais admirez-moi ça. Voilà, ça c'est pas des vacances ça. Ah, on souffre mais la récompense elle est là quoi. Incroyable. Et surtout quasiment pas de voiture. Ça y est, on est à Saint-Flour, encore un petit col et on sera bon dans notre aventure pour atteindre Saint-Chély-d'Apcher aujourd'hui. On va essayer de trouver un peu de fraîcheur et à boire et ensuite on va continuer. On a passé Saint-Flour et désormais on se dirige vers Saint-Chély-d'Apcher. Alors je sais pas quel lac c'est, mais en tout cas il est vraiment magnifique. C'est vraiment génial d'être là, hein. Franchement je trouve ça incroyable. Depuis Paris, arriver jusqu'ici, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Bon, là il est à peu près 17h. J'ai prévu d'arriver à Saint-Chély vers 18h30, mais bon, comme d'habitude avec le vélo et les voyages en itinérance comme ça, on prend toujours plus de temps. Et vraiment, si vous faites des voyages en itinérance comme ça, ce que je peux que vous encourager à faire, voyez large, visez très large sur les temps parce que ils sont jamais respectés. Moi, j'ai pris en compte mes temps sportifs pour faire mes calculs d'itinéraire. Enfin, pas mes temps sportifs, mais en gros, mes temps sportifs, allez, on va dire 25 de moyenne. Allez, je me suis donné cette base-là. Et en fait, elle est jamais tenue cette moyenne parce que des fois je vais m'arrêter au cimetière, des fois je vais m'arrêter à l'Intermarché pour prendre une collation et en fait on respecte jamais les temps. Donc visez large, voilà. Moi j'aurais fait 150 km en presque 10 heures, ce qui est excessivement lent, mais si vous regardiez mon compteur vous verriez affiché 23 de moyenne parce que en fait c'est que les temps où je suis purement à l'arrêt qui sont les plus pénalisants. Voilà, sur ce on continue la route, il nous reste encore je pense 30 km pour arriver à Saint-Chély et puis c'est un profil extrêmement casse-pattes donc faut pas que je tarde. Allez, à toutes. Plus loin, je vais tomber par hasard sur le plus beau pont de France. C'est le viaduc de Garabit, incroyable. Monument historique, monument Eiffel, incroyable viaduc de Garabit. Je pensais pas que je passerais par là. Ah, c'est ouf. Il faut que je m'arrête proprement là. Waouh, incroyable. Mais quelle beauté.
Vous imaginez pas la surprise pour moi parce que je pensais pas que j'allais passer là. Quand j'avais tracé la trace, je m'étais pas fixé de point particulier à visiter. Et là je tombe sur ça quoi, le plus beau viaduc ferroviaire de France. Waouh, sous tous les angles il est beau. Au moment où je vous fais ces images, on est sur les tout derniers kilomètres de la journée, on longe l'autoroute A75, donc on n'est pas sur les plus beaux paysages de notre aventure par rapport à ceux qu'on a vus ce matin. Sauf que, je pense que vous faites erreur, parce que lentement, subrepticement, les premiers appels du sud de la France commencent à retentir. Je m'explique. Le relief, les senteurs, les insectes, tout est en train progressivement de changer sous mes yeux et je m'en rends compte kilomètre après kilomètre. C'était particulièrement saisissant entre ce matin et cet après-midi. Je pense qu'on n'a pas toujours l'opportunité en tant que cycliste de voir ce genre de choses, c'est-à-dire de pédaler suffisamment longtemps pour voir de tels changements dans les paysages se produire à 1, 2 ou 3 reprises. Et je pense que quand on vit ça en tant que cycliste, ces transitions de paysage, et ben c'est vraiment un truc de fou et c'est un truc incroyable à vivre. Après 161 km, plus de 2260 mètres de dénivelé positif, votre cycliste arrive à Saint-Chély-d'Apcher. Saint-Chély-d'Apcher, notre terminus pour ce soir. Il est 18h15. Donc là, cette fois-ci, c'est une réussite. J'ai vraiment réussi à arriver relativement tôt. En même temps, la sortie était plutôt courte. Seulement 160 km contre 195 hier. Donc tout s'explique. On affiche une très faible moyenne, 21 km/h. Ça s'explique par le dénivelé, ça s'explique par le fait qu'il y avait beaucoup de chaleur, par le fait de la fatigue des jours précédents. En tout cas, voilà, Saint-Chély-d'Apcher. Regardez, c'est juste là. Quel bonheur. Il me reste plus qu'à aller choper ma chambre pour ce soir. Bien dormir pour bien récupérer parce que demain c'est très lourd. Alors, l'arrivée à Saint-Chély, elle s'est bien passée, j'ai été accueilli par mon hôte, même si j'ai failli transpirer bien fort sur cette arrivée-là. Mais, comme je suis un vidéaste malin, mon rôle c'est de vous offrir le suspense que vous me demandez, donc cette anecdote-là, on en parlera la semaine prochaine si vous le voulez bien. J'en profiterai également la semaine prochaine pour aborder avec vous la méthode que j'ai employée pour pouvoir trouver chaque soir un endroit où dormir sans avoir à tout réserver à l'avance, parce que, et pour cause, je n'ai jamais réservé à l'avance. Et oui, quand vous faites 1000 km à vélo, impossible de tout prévoir. Effectivement, les traces que j'avais faites menaient bien aux endroits où je souhaitais dormir, mais il fallait se garder cette petite souplesse nécessaire au cas où, où un incident mécanique ou un problème vienne brusquement revoir mes plans. À part ça, j'espère que cette nouvelle partie de notre périple à travers la France vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, faites-le moi savoir en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, à consulter le lien Strava en description dans lequel je vous mets le résumé de cette étape 3 avec les endroits précis où je suis passé. Sur ce, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine parce qu'on se retrouve pas plus tard que dimanche prochain à 17h30 pour la 4e partie de notre voyage à travers la France. Je pense que je peux vous le dire là, la plus belle de toutes les journées que j'ai pu passer sur un vélo. Allez, moi sur ce, il me reste plus qu'à vous dire ciao.